Le samedi 24 août, les autorités maliennes ont annoncé la suspension de la chaîne française LCI pour une durée de 2 mois, a indiqué un communiqué de la Haute Autorité de la Communication malienne. Selon la Haute Autorité de la Communication malienne, LCI a diffusé le 27 juillet une émission intitulée Wagner décimé au Mali, la main de Kiev, avec comme invité le colonel Michel Goya, son consultant militaire qui a tenu des propos de dénigrement, des informations gratuites et des fausses accusations d'exactions contre les forces armées maliennes et leurs partenaires russes. Elle ajoute que l'invité a aussi appelé à soutenir ouvertement le terrorisme sous prétexte de soutenir l'Ukraine contre la Russie. Avant LCI, France 24 et Radio France Internationale ont également subi le même sort. France 2 avait aussi été suspendu début 2024. Les correspondants d'un certain nombre de médias étrangers ont été contraints au départ. Au Burkina Faso et au Niger, les autorités ont également pris des mesures contre la presse étrangère. Au Burkina Faso, LCI avait été suspendu en juin 2023 après les propos d'une journaliste sur la situation liée aux violences djihadistes, qualifiées de fausses informations. Également, après la BBC et Voice of America, Ouagadougou avait suspendu fin avril l'accès au site web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest France, Le Monde, APA News, The Guardian et Agence Ecofin à partir du territoire burkinabé et ce cas jusqu'à nouvel ordre. Sans surprise, les médias occidentaux se sont déchaînés sur les autorités de ces 3 pays du Sahel, dénonçant une atteinte grave à la liberté de la presse, à la démocratie, à la liberté d'expression. Or, c'est dans ce contexte que les autorités françaises ont procédé à l'arrestation le 24 août de Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. La France l'accuse de ne pas gérer la modération sur cette messagerie qui serait utilisée comme toutes les messageries pour des activités légales. De son côté, l'équipe de Telegram affirme respecter la législation en la matière. Idem aux États-Unis. En effet, le 21 août 2024, le New York Times a publié un article assez volumineux selon lequel le ministère de la Justice avait ouvert des enquêtes sur des citoyens américains ayant des liens avec la télévision d'État russe. Pour ce faire, le FBI a perquisitionné les domiciles de 2 commentateurs connus afin, comme ils le disent, d'étouffer les tentatives d'influencer les élections de novembre. Le texte ne mentionne que 2 personnes assez connues du public russe, l'ancien expert en armement de l'ONU, Scott Reiter, et le présentateur de télévision Dimitri Simes, qui a également été conseiller de Donald Trump lors des élections de 2016. Aucune accusation pénale formelle n'a encore été portée contre eux, bien que les téléphones et ordinateurs de Scott Reiter aient été confisqués. Auparavant, alors qu'il tentait de prendre l'avion depuis les États-Unis pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, son passeport étranger lui avait été retiré lors du contrôle à l'aéroport. Ainsi, peut-on vraiment qualifier les décisions des pays du Sahel d'atteinte à la liberté de la presse et d'expression? Dans ce cas, pourquoi la presse occidentale ne mène pas la même campagne médiatique contre l'arrestation du patron de Telegram en France et les soucis judiciaires contre Scott Reiter et Dimitri Simes aux États-Unis? N'est-ce pas le même double standard qu'utilisent les médias occidentaux qui s'applique à nouveau dans ce cas? Alors, pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur la liberté d'expression, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger Rima Rouibi, enseignante-chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Rima Rouibi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Les pays du Sahel ont-ils eu raison de prendre cette décision d'interdiction de ces médias occidentaux? Et puis, les attaques de ces médias contre les autorités de ces pays sont-elles justifiées?
Alors, vous me posez une excellente question, mais deux questions à la fois, mais il semble que ça relève plus d'une problématique, parce que la première question, elle relève plus d'une analyse sur une décision politique, et la deuxième, elle relève plus d'une analyse sur le discours médiatique que ces médias mainstream, en particulier les médias français, tiennent envers les pays du Sahel, en particulier le Mali, le Niger et Burkina Faso. Cette problématique nous incite aussi à creuser, peut-être nous, chercheurs et journalistes, à savoir quelles sont les limites géographiques de cette liberté d'expression que les médias français en particulier, et je vais me focaliser davantage sur les médias français, qui usent de ce droit, la liberté d'expression, comme un prétexte à chaque fois pour s'attaquer aux pays africains. Pour revenir à votre question, est-ce que les pays du Sahel ont leur raison en raison de prendre ces décisions? Ma foi, oui. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Il est important à la fois de rappeler que la Charte africaine des droits de l'homme, l'article 9, préconise et protège le droit à la liberté d'expression ainsi qu'à l'accès à l'information. Mhm. Cet article qui n'est que l'écho, je veux dire, qui fait l'écho de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc l'Afrique n'a pas besoin de leçons pour savoir ce que c'est qu'une Mhm. liberté d'expression et ce que c'est le droit à l'information. Et c'est pas la peine de vous rappeler les précédents sur Sputnik et Et Russia RT. Today, voilà, qui ont été interdits par l'Union européenne en décembre 2022 suite à l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Euh, Russia Today a été qualifié de serpent de propagande et de manipulation. Et à ce moment-là, permettez-moi de m'interroger sur quelles sont les limites géographiques de cette liberté d'expression. C'est-à-dire, ce serait bien que les Européens nous expliquent un petit peu quelles sont les limites géographiques de cette liberté d'expression. C'est-à-dire, quand ça va dans l'intérêt des Européens, de l'impérialisme, et là je parle des Européens et des Américains, là on peut parler de liberté d'expression. Mais quand il s'agit de préserver la souveraineté des nations et des pays, à ce moment-là, les Européens nous montrent le carton rouge et en disant on est en train d'affecter cette liberté. Donc voilà, donc l'Algérie aussi. Moi, je pense que Ouais. vous avez évoqué un point important, c'est la question de la souveraineté. Parce que c'est quand il y a la liberté d'expression, normalement, cette liberté d'expression, elle doit être portée d'abord par les médias nationaux. Concernant les médias Oui, extérieurs qui sont effectivement. en réalité des agents d'influence, ben ces pays-là sont souverains. Après tout, la souveraineté, ils sont souverains, ils sont soutenus par le peuple. S'ils décident d'interdire un média, où est le problème dans ça? Exactement, c'est-à-dire que vous savez, il y a une crise, je pense, dans le discours médiatique, en particulier français. Avant-hier, on parlait sur CNews de cet impératif d'adapter la religion musulmane. J'ai jamais entendu parler de ça dans aucun pays dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias européens, en particulier français, deviennent de plus en plus hostiles à tout esprit, c'est-à-dire tout esprit critique, à tout esprit indépendant. Et juste pour rappel aussi, l'Algérie a fait, avec l'ancien ministre de la communication, Amar Belhamed, il avait interdit France 24 qui cherchait à nuire à l'image de l'Algérie dans un contexte assez névralgique et assez sensible, qui est le soulèvement populaire. On cherchait impérativement une stabilité politique.
Mhm. Donc, et si je reviens à la déclaration du ministre des Affaires étrangères malien Diop, bah, il avait dit que toute présence étrangère sur le sol malien doit aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali. Et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que ces États cherchent à préserver leur propre souveraineté. Et si cette liberté d'expression, vue par les médias français comme une liberté, mais vue par ces États et les pays du Sahel comme une véritable menace à leur propre souveraineté, je pense que les pays africains sont suffisamment D'accord. indépendants pour pouvoir prendre les décisions qui vont même à l'encontre de ce vieux pays qui vient de ce vieux continent. D'accord. Alors, mi-août 2022, le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présentait comme des actes d'agression de la France sous forme de violation de sa souveraineté, de soutien apporté selon lui aux groupes djihadistes et d'espionnage, parce que c'est de ça justement qu'il s'agit. C'est pour ça que ces médias-là ont été interdits et c'est ça qui est reproché justement aux autorités des pays du Sahel. Alors, le ministre malien des Affaires étrangères s'est dit prêt à fournir toutes les preuves nécessaires attestant de l'implication de la France dans le soutien aux terroristes dans le Sahel. Et à ce jour, cette spéciale ou cette session spéciale demandée par le Bamako ne s'est jamais tenue à cause d'un blocage français. Et puis, il y a 3 semaines, les autorités du Niger ont également accusé la France de vouloir déstabiliser le pays en soutenant le terrorisme. Et puis, enfin, le chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a formellement et publiquement accusé la Côte d'Ivoire, le Bénin et la France de soutenir des bases terroristes ciblant son pays, des accusations que Paris, bien sûr, a immédiatement démenties. Alors, la question, Rima Rouibi, en tant que Oui. spécialiste des médias et de l'information, n'est-il pas curieux que les mêmes médias qui accusent le Mali, le Niger, le Burkina Faso d'exactions contre leurs propres citoyens, sont présentés d'ailleurs la même preuve, ne disent pratiquement rien sur les accusations portées même au Conseil de sécurité de l'ONU par ces pays contre Paris? Alors, encore une Quand on fois, est une pour la, excellente... la liberté Oui. d'expression et qu'on traite un problème, on le traite d'une manière objective. Oui, mais là, vous savez, les médias en particulier européens, et on parle ici de la France, donc je vais focaliser davantage sur la France. Ils s'alignent sur une feuille de route qui est politique. Donc là, on n'est plus dans l'objectivité, on n'est plus dans la crédibilité journalistique, puisqu'ils ont décidé de renoncer à tout ce qui est déontologique et tout ce qui relève de l'éthique journalistique. Et de ce fait, c'est quasiment impossible de traiter, de traiter ce genre de sujet avec beaucoup de professionnalisme, excusez-moi, journalistique. Mhm. Donc là, s'est éloigné des pratiques journalistiques ou des pratiques nobles du journalisme tel qu'on le connaît. Donc là, si vous permettez, il y a une mouvance africaine qui dérange la France. Juste pour rappel, les pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de claquer la porte de G5, qui est un outil G5 Sahel, Mhm. qui est un outil du maintien de l'hégémonie française dans la région. Et pour revenir à votre question, euh, permettez-moi juste de dire que cela fait partie des rapports de force au niveau international. C'est-à-dire, euh, on sait tous que la France est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Mhm. Et elle fait tout pour que la voix, justement, Et elle est dissonante toujours, des... rappelons-le aussi, c'est très important, elle est toujours Ouais, le porte-plume, ce qu'on appelle le porte-plume des oui, pays, de ces anciennes colonies, notamment. effectivement. Et donc, tout passe par elle, y compris pour ces pays-là, un droit ou un mode de fonctionnement du Conseil de sécurité que les grandes puissances ne veulent pas changer pour l'instant. Alors qu'il a été Effectivement. hérité de la période coloniale.
Oui, ce qui rend la voix dissonante des pays du Sahel inaudible. Donc, ce qui explique un petit peu cette impasse dans laquelle se trouve la demande malienne. Dernièrement, Abdelrahman Tiani, donc le général Abdelrahman Tiani, qui est aussi le président de la transition nigérienne, à l'occasion, le 3 août, à l'occasion de la fête nationale du Niger, avait soulevé aussi, pour reprendre son expression, déstabiliser le Niger, c'est-à-dire il y a une volonté de déstabiliser le Niger et c'est une certitude. Il avait aussi parlé de certaines sollicitations de la part de certains agents français avec les groupes terroristes. Donc et là, normalement, ça devait appuyer davantage la demande malienne. Mais malheureusement, cette demande se retrouve dans une véritable impasse et c'est le dicton, et c'est la loi du plus fort, tout simplement. Donc, il faut savoir que Paris aussi utilise des relais médiatiques pour revenir un petit peu au discours médiatique et cette manipulation, cette désinformation, et essayer d'éloigner un petit peu le lecteur et le spectateur des écrans de la réalité, c'est-à-dire détourner l'attention des véritables problèmes et problématiques auxquels les pays du Sahel font face. Donc, D'accord. voilà. Donc, vous ne risquez pas de tomber dans les médias français dominants sur une information qui va refléter les véritables ou qui va adopter un narratif malien ou burkinabé. Donc, ça serait à l'encontre des intérêts de la France, tout simplement. Donc, voilà. Donc, Mhm. l'équation aujourd'hui, je dirais, elle est simple. Donc, ils essayent un petit peu de diaboliser. Il y a un discours euh, il y a une sorte de narration médiatique qui essaie de diaboliser ces pays-là. À titre d'exemple, vous avez, je cite un article que j'avais lu, publié dans le Figaro le 17 août dernier, où on dit le gouvernement allemand a des preuves que de 20 à 30 personnes avec un uniforme probablement russe au Mali, qui était en train de, à Djao, qui est en train de décharger un avion. D'accord? Mais là, Mhm. c'est des vérités complètement non avérées, c'est-à-dire de 20 à 30 probablement russes. Donc, et là, on tombe Ouais. dans la désinformation. Mhm. Et si on arrive à décortiquer un petit peu, si vous le permettez, ce discours médiatique des médias français qui ciblent dernièrement même l'Algérie, euh, c'est-à-dire, il y a une sorte de diabolisation, il y a une sorte d'alliance, de vouloir présenter les dirigeants au Sahel comme étant des dirigeants totalitaires. Euh, il y a un passage aussi dans les articles publiés dans Le Monde qui disent, par exemple, le Mali a rompu en 2022 avec une ancienne alliance et a décidé de se tourner militairement vers la Russie. Vous savez, il y a des tournures médiatiques Ouais, qui ouais, ouais. essayent d'imposer voilà, certains stéréotypes, certains clichés, et de dire, de diaboliser à la fois ces États-là et à la fois qui ont choisi une alliance avec la Russie. Je pense D'accord. que cela relève aussi de la souveraineté, mais aussi de la Russie. D'accord. Bien. Alors maintenant, passons aux États-Unis. Il y a plusieurs citoyens américains Oui, sont inquiétés par la justice qui les accuse de collaborer avec des médias russes qui cherchent à influencer le cours de l'élection présidentielle de novembre, sous-entendu comme en 2016. Donc, on peut citer à titre d'exemple Scott Reiter, l'ancien expert en armement de l'ONU ayant participé aux dernières visites en Irak avant l'intervention des Américains en 2003. Il fut parmi les rares personnes ayant effectivement. démenti catégoriquement la présence d'armes nucléaires ou chimiques dans le pays. Un témoignage dont la véracité ne souffre aucune démonstration, je crois, pour tous les citoyens du monde qui sont un tant soit peu informés. Alors, Rima Wibi,
Comment analysez-vous ce cas d'utilisation de la justice pour faire taire des opposants aux États-Unis? Sommes-nous face au même dépassement des lois que ce que nous avons déjà vu lors de la guerre du Golfe, de l'ex-Yougoslavie, de Libye et actuellement à Gaza, notamment, et en Ukraine? Oui, alors tout simplement, c'est tout simplement c'est le mode opératoire des Américains, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des agendas politiques, c'est toutes les institutions qui vont s'aligner à cet agenda. Et on est un petit peu face à une chasse aux sorcières, c'est-à-dire vous avez Scott Reiter qui a été on l'a fait, ça a été aussi cité sur Spoutnik. On l'a fait descendre le mois de juin, si ma mémoire est bonne, Oui, d'un oui, avion. On lui a confisqué son passeport. Le début août, sous mandat de perquisition, on a confisqué ses portables, ses PC. Et il avait, pour reprendre son expression, il avait dit que ce sont des mesures anticonstitutionnelles. oui. C'est-à-dire, on est face à une véritable chasse aux sorcières, euh, c'est-à-dire qui nous fait un petit peu rappeler les États-Unis pendant les années 50, où tout esprit indépendant était Ouais, la taxé période de du communiste. macartisme. La période du Exactement. macartisme. Macartisme, exactement, qui était taxé de communiste et jugé et condamné. Mhm. Donc, et là, on revient un petit peu sur cette liberté d'expression, ses limites, et à l'expression de Bush avant l'invasion de l'Irak, qu'il avait dit, celui qui n'est pas avec moi est Ouais. contre moi. Mais c'est Donc, gravissime et aussi, là, comme dit Rima l'adage, Rouibi, comment c'est les médias. gravissime, je suis d'accord avec. Oui, mais c'est Non, non, américain. ce que je trouve, C'est américain, non, c'est non, ça, états-unien, voilà. bien sûr, ce que les médias, justement, euh, accompagnent ça, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question sur la question de la liberté. Si c'est un opposant, il a des preuves, pourquoi vous êtes incapable de dire qu'il a le droit de parler? Il a le droit de parler, mais c'est une menace pour eux. C'est une menace pour l'ordre, Mhm. pour l'État profond américain. C'est-à-dire, Scott Reiter, quand il refuse certaines vérités, c'est avec des arguments, avec des preuves. Mhm. Voilà, et c'est là où c'est un petit peu le même cas avec Seymour Hersh. On a déjà parlé de cela. On l'a qualifié de tout et de rien. On l'a Mhm. accusé de tout et de rien. Donc, Scott Reiter, donc je l'ai dit, quand il refuse, c'est avec argument à l'appui. Donc, les récits des médias mainstream ordre de ce que, euh, euh, c'est-à-dire, je cherche mes mots et je vais les retrouver. Voilà, donc les récits de médias mainstream aux ordres de ce que Pierre Conessa appelle de complexe médiatico-militaro-industriel. Scott Reiter, pour eux, est une menace permanente à ce complexe, ce qui justifie ou ce qui explique plutôt euh, cet acharnement contre Oui, lui. oui. Donc voilà. D'accord. Voilà. Reiter, c'est une menace pour les intérêts du camp militariste américain. Alors, Voilà, et il n'y a pas que lui, hein. Donc, bon, excusez-moi, il faut savoir une chose, c'est que les Américains, ils savent très bien comment sacrifier la vérité et l'information. Je ne vous apprends rien. Dans toutes les guerres, on le dit, on le redit, et on l'a même enseigné, c'est-à-dire que pendant les guerres, la première victime, c'est le droit à l'information et la vérité. Et les Américains savent très bien faire ça parce qu'ils sont toujours les acteurs de toutes les guerres et tous les désarrois dans le monde entier. Voilà. bien. Alors, ça, disons que on peut un peu euh, essayer de comprendre. Ils sont contre les gens ils veulent rester au Sahel, ils sont contre l'intervention russe, et ainsi de suite. Ça peut se comprendre. Mais il y a même, si on peut aller loin dans l'analyse, il y a même ce qui a un lien directement avec l'intérêt de leur population, et que les médias ne disent rien. Alors, sur ce point-là, justement,
Le 8 février 2023, et vous l'avez évoqué juste maintenant, l'éminent journaliste indépendant américain Seymour Hersh a publié un rapport d'enquête à succès accusant ouvertement le président Biden et les hauts responsables de la Maison-Blanche d'avoir ordonné le sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2. Et donc, il a publié des affirmations selon lesquelles les États-Unis auraient mené l'opération secrète en utilisant une équipe de plongeurs de la marine américaine sous couvert des manœuvres de l'OTAN connues sous le nom de Baltops 22, exécutées l'été, avant l'été 2022, avant les opérations, cette opération de sabotage. Et donc, il dit que c'était pendant cet exercice-là que le mécanisme a été mis en place. Et là, Oui, tout de suite, c'est le New York Times, repris par quasiment l'ensemble des médias occidentaux, a publié un mois après l'enquête de Hersh, une contre-enquête, soi-disant, qui dit que ce sont oui, des nageurs, ou je ne oui, sais pas moi, ou un commando ukrainien. D'ailleurs, cette semaine dernière, cette formule aussi réapparaît en disant que l'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre un Ukrainien qui vraisemblablement aurait participé à cette opération. Alors là, ça concerne directement les pays européens, par exemple. Quel est votre avis sur la qualité du travail d'un point de vue journalistique, hein, fait par les médias oui, européens, dont les pays ont lourdement payé le prix de la déconnexion du gaz russe oui, dans le d'un point de vue traitement de cette économique. affaire? Ouais. Et Oui, puis, quelle est votre conclusion en comparant ce travail, celui fait contre les pays du Sahel? oui. Alors, une question, c'est complexe, mais si vous permettez, je vais m'attarder un petit peu sur Allez-y, oui. le choix des articles publiés par New York Times. Donc, encore une fois, c'est New York Times qui publie encore une fois le travail d'investigation dernièrement, et vous l'avez cité, c'était le 21 août, c'est-à-dire le 21 août ce mois-ci de 2020, 2024, où à la fois on essaye de remettre en question les médias russes et en accusant alors les médias russes. Alors ça, voilà, c'est comme un argument complètement bien ficelé, bien imaginé. On accuse les médias russes et Russia Today qui travaillent. Alors j'ai traduit un passage qui travaillent avec leurs agences de renseignement pour influencer les élections dans le monde entier. Donc, à la fois, ils accusent le 29 juillet dernier aussi, vous avez le bureau du directeur du renseignement national qui avertit ce jour-là que la Russie exploitait ou avait exploité les Américains volontairement ou involontairement, qui sait, pour créer et diffuser des récits assez favorables à la Russie. Donc, c'est toujours le New York Times qui affecte même quelque part, qui affecte cet esprit critique de l'humain en Mhm. particulier, c'est-à-dire américain. Et là, on remarque qu'actuellement, juste pour revenir à ce point-là, que les médias américains et européens euh, sont quasiment tous alignés sur les positions de leur gouvernement. Mhm. C'est-à-dire, soit ils adoptent une posture anti-russe. Mais Voilà, là, même qui ne, ont-ils les intérêts de leur propre population, parce que ce sont les populations européennes qui ont payé. Oui, exactement, mais je veux dire que le discours, c'est de diaboliser la Russie. Mhm. C'est-à-dire, si ce qu'on veut croire à sa population, à sa propre population, pour essayer un petit peu d'échapper à la colère sociale. C'est-à-dire, à chaque fois, on essaye un petit peu de dire, de pointer du doigt la Russie. Donc, et il faut savoir que on laisse aucune place, et là, on rentre de la manipulation de la foule. Et ça, les spin doctors américains savent très bien le faire. On laisse aucune place à la vérification, à la certification de l'information, c'est-à-dire on est le b a ba de tout travail professionnel et déontologique est quasiment banni. Donc, et cet alignement contribue non seulement à propager des informations
erronées, non avérées, c'est-à-dire des fake news, de malinformation, puisqu'on s'attaque directement à la réputation des populations, des gouvernements et des personnalités, dans le but d'orienter l'opinion vers des positions russophobes. Vous avez aussi, puisqu'on parle de Seymour Hersh, le 26 septembre dernier, il avait titré un article Un an de mensonges sur le Nord Stream, sans que l'administration Biden ne se justifie par rapport à cet acte-là, ni par rapport à l'objectif, ni par rapport c'est-à-dire aux raisons d'un tel sabotage. Vous voyez, c'est-à-dire non seulement on essaye de manipuler la population sur un mensonge, et par-dessus tout, quand le mensonge c'est-à-dire, il y a une enquête qui a été faite et on pointe du doigt l'administration Biden qui est coupable de ce sabotage, on essaye de créer d'autres mensonges pour justement euh, euh, fuir de toute accusation Mhm. et de la colère de la population. Donc la diabolisation de la Russie participe à la justification de cette posture de guerre dans l'avenir pour justifier le sabotage, je viens de le dire, de Nord Stream et essayer un petit peu de décrédibiliser D'accord. la Russie, c'est-à-dire, voilà. Donc, c'est la même diabolisation, donc, si vous permettez, j'insiste sur ça, que nous observons dans les médias français, notamment concernant les pays du Sahel, c'est-à-dire D'accord. délégitimer les pouvoirs en place afin de décrédibiliser toute politique ou stratégie prise par ces pays. Et lorsqu'on sait que le Mali, le Niger et le Burkina Faso défendent une ligne souverainiste, hostile au reliquat de la France-Afrique et ouverte sur des partenariats diversifiés, notamment avec la Russie, la Chine, l'Iran. Et je pense que cela, encore une fois, relève de la souveraineté de ces États. Ils ont le droit de choisir leurs D'accord. propres partenaires et leurs propres alliés. Donc, on a ces attaques médiatiques auxquelles ils font face. Alors, Rima Rouibi, dans cette deuxième partie, j'aimerais bien évoquer pour nos auditeurs un fait, un fait justement de cette manipulation qui n'a pas été démontré par quelqu'un d'extérieur au système occidental, c'est-à-dire ce qui s'est Oui, passé aux États-Unis, mais a été démontré par des gens de l'intérieur de l'État profond américain qui ont mené les enquêtes. Et après, je vais ouais. vous poser la question pour comprendre sur le plan médiatique, comment ça, ces résultats n'ont pas été repris et qu'on on a l'audace de continuer, c'est-à-dire à jouer sur les mensonges pour manipuler les esprits des gens. Alors, le fait, c'est quoi? La campagne pour la présidentielle de novembre 2020 était, lorsqu'elle était à son paroxysme, entre les états-majors de Joe Biden et de Donald Trump, le New York Post publia deux articles le 14 octobre 2020 révélant que Hunter Biden, le fils de l'actuel président des États-Unis, avait exploité la position de son père avec son accord à l'époque quand il était vice-président dans l'administration Obama Oui, à des fins d'enrichissement personnel. Or, oui, le 19 octobre, pas moins de 51 ex-dirigeants et membres des services de renseignement américains signent une lettre dans le journal Politico, transmise par Nick Shapiro, donc un ancien conseiller du directeur de la CIA, John Brennan. Parmi les signataires figuraient 5 anciens directeurs ou directeurs par intérim de la CIA, John Brennan, Léon Panetta, le général Michael Hayden, John McLaughlin et Michael Morell. Et dans ce document, massivement repris par les médias mainstream, ces ex-espions de haute voltige affirmés sont la moindre preuve sérieuse dans le but de dégonfler cette affaire, l'affaire de Biden fils, que cette histoire présentait toutes les caractéristiques classiques d'une opération d'information russe afin d'influencer le vote des Américains lors de cette élection. C'est ce que vous disiez, vous, un peu tout à l'heure. exactement. Et Oui,
Ils ont affirmé avoir décidé donc d'intervenir publiquement au nom de la sécurité nationale car ils voulaient que le peuple américain sache qu'une fois de plus, les Russes interfèrent. Ils sont Ouais. catégoriques, je cite leurs propos, ce sont les citoyens américains qui doivent déterminer l'issue des élections et non le gouvernement étranger. Mais, tout comme dans l'affaire de gazoduc Nord Stream 1 et 2, il a été tenté de discréditer l'enquête minutieuse et très documentée du journaliste Seymour Hersh, lauréat donc du prix Nobel, du prix Pulitzer. Pardon, le New York Times a à nouveau mis en cause la rigueur du processus de l'enquête du New York Post, qui réfuta les arguments avancés et défendit ses articles, affirmant que tous les faits rapportés avaient été minutieusement vérifiés avant publication. Pire encore, la lettre fut massivement diffusée sur les réseaux sociaux, servant d'alibi au blocage de l'article et le compte Twitter du New York Post fut même suspendu pendant 2 semaines. Alors, or, dans leur rapport justement provisoire intitulé How Senior Intelligence Community Officials and the Biden Campaign Worked to Mislead American Voters, c'est-à-dire comment les dirigeants des services d'enseignement ont participé donc à manipuler le vote des Américains. Les enquêteurs des deux commissions de la Chambre des représentants lèvent le voile sur des mesures plus que douteuses prises par Joe Biden et son équipe de campagne pour discréditer les accusations concernant son fils Hunter, notamment en faisant appel à la lettre mensongère signée par les 51 éminents membres des services d'enseignement du pays. Et à l'époque, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, avait déclaré que l'ordinateur portable de Hunter Biden ne faisait pas partie d'une campagne de désinformation russe et que le FBI et la communauté de renseignement savaient que les informations contenues dans l'ordinateur étaient authentiques. Donc ici, ce n'est pas le FSB, ce n'est pas le GRU, ce n'est pas, je ne sais pas moi, les services d'enseignement russes ou la Douma russe qui dévoile ces informations. Ce sont des officiels qui travaillent dans le renseignement et au Congrès, dans les deux chambres. Et c'est eux qui dévoilent cette affaire-là. Alors, Rima Rouibi, comment expliquer, je vous demande juste d'un point de vue médiatique, ces faits, Oui. ce sont des faits réels. Comment expliquer que les médias ne les ont pas repris pour galvaniser l'opinion publique, de demander à la justice d'intervenir, de dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si c'est vrai, si c'est vrai, donc on a volé l'élection de 2020 à Donald Trump. Et puis, la question ne méritait pas une enquête donc approfondie. Et puis, peut-on donner du crédit à l'actuelle attaque contre Scott Reiter et Dmitry Simes? Sommes-nous face aux mêmes méthodes de manipulation des foules comme en 2020? Alors, je dirais que vos questions méritent c'est-à-dire plusieurs éclairages et vous ciblez plusieurs points très importants et qui touchent aussi la politique américaine et sa vraie facette, à vrai dire. Euh, et si on parle et si vous permettez de répondre au mécanisme de la manipulation américaine, ici on touche à un scandale politique important qui est le fils de Joe Biden. Et si je m'exprimais, je pense qu'on parle plus de Hunter Gate. Mhm. Et ce scandale-là n'a pas été vraiment relié par plusieurs médias mainstream dans la mesure d'essayer de cacher certaines vérités, en Mhm. particulier le scandale aussi le sabotage et la responsabilité de Joe Biden dans le sabotage du Nord Stream. Donc, le Huntergate, si je puis m'exprimer encore une fois, est révélateur du côté mafieux et opaque de certaines personnalités américaines. Il a été accusé juste avant que son père se retire à briguer un deuxième mandat en juin 2024
l'acquisition des armes, de la consommation de la drogue. Donc, c'est quasiment, il a freiné la volonté politique de son père. Donc, le- et l'implication éventuelle de son père par rapport à sa gestion il était aussi impliqué avec une société ukrainienne, vous me corrigez si je me trompe, gazière. Oui, 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 C'était oui. pendant C'est ça 2014. justement. Voilà. Le cœur la trame de l'histoire ou le cœur du Oui, scandale, c'est la corruption de cette société pétrolière. exactement. Alors que pendant que son père avait la haute main sur le dossier ukrainien pendant l'administration Obama. Obama, exactement. Donc, l'État profond étant préservé un petit peu les intérêts du complexe qu'on a évoqué déjà, militaro-industriel américain, ils essayent à chaque fois d'étouffer, et à chaque fois on fait appel à New York Times, pour étouffer certaines réalités qui nuisent à l'État profond américain. Donc ici, on parle du même mécanisme qui a été exploité pendant l'invasion américaine en Irak, en Afghanistan. Donc, si vous voulez, euh, cette question mérite aussi de revoir ce matraquage médiatique américain qui revient à la surface à chaque fois. Et si une enquête approfondie est nécessaire ou si cette question mérite une enquête approfondie, euh, je dirais il est fort à parier que les médias dominants aux États-Unis peuvent le faire. C'est-à-dire, au contraire, ils vont tout faire pour éviter que la vérité éclate Mais là, dans ces... donc, si j'ai bien compris, ils prennent une proportion même dans le pouvoir, c'est-à-dire avec leur poids dans la société et dans le circuit de l'information, ils peuvent imposer une Oui, chose comme ils peuvent dire que cette chose-là, il ne faut pas la faire, oui, ça relève, indépendamment de ce qu'ils défendent la vérité ou non. ça relève de la manipulation de l'état profond qui est capable, euh, c'est-à-dire de manipuler les Américains. On voit par exemple l'article qui relève de l'investigation, d'un travail d'investigation de New York Times, qui accuse encore une fois, vous voyez que c'est le même récit qui revient, que le département de justice mène une enquête pour voir si la Russie va s'immiscer encore une fois dans les élections présidentielles américaines. Donc, Ouais. d'où la cabale organisée contre Scott Reiter et Dimitri Simes. Donc, le but, c'est de dissuader encore une fois toute opinion divergente, pas de place à la critique, le ton et l'unanimisme au service de cet état profond donc, et ses Mhm. intérêts. Donc, dès lors, la question qui se pose est simple pour revenir un petit peu, puisque vous me dites de me focaliser sur le point de vue médiatique. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui aux États-Unis, est-ce qu'on peut évoquer d'une manière concrète, on peut parler de liberté d'expression? Personnellement, je ne suis pas si sûre. Donc, voilà. D'accord. Donc, Et ce là, je qu'il est, voilà. rajoute quand même, avant de vous laisser continuer votre développement, il y a Michael Morel, par rapport justement à ça, hein, directeur de la CIA par intérim entre 2011 puis 2012 et 2013, a déclaré dans son témoignage sous serment qu'Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État, Oui, alors co-directeur de la campagne de Joe Biden, l'avait appelé le 17 octobre 2020, suite à quoi il avait activement coordonné la rédaction et la diffusion de la lettre en association avec d'ex-hauts cadres du renseignement. Donc, on ne peut pas, oui, c'est quelqu'un, un patron de la boutique qui livre ce témoignage. Et selon lui, il exact. fallait, je le cite, partager notre inquiétude avec le peuple américain et aider le vice-président Biden parce que je voulais qu'il remporte l'élection. Voilà. Donc, à noter un fait très important que 26 anciens responsables du renseignement approchés par Mike Morell ont refusé de signer cette lettre présentée comme étant l'opinion générale de la communauté du renseignement. Et donc, quand on voit ça, on se demande
est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce que ce n'est pas juste la partie émergée de l'iceberg? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres méthodes ou d'autres choses de falsification ou de trafic d'élections qui ont été faites dans la clandestinité? Et comment ça se fait que les médias se taisent sur ça, notamment en Europe aussi? Il y a un silence assourdissant par rapport à ça. Oui, oui. Qui a été fait au préalable de s'aligner sur la politique Biden. Mais si vous voulez, là, on parle de l'action de certaines factions de l'État profond américain pour qu'il accède à la présidence des États-Unis en 2022. Donc l'enjeu était d'empêcher Donald Trump d'être Mhm. réélu à la Maison-Blanche. Et pour rappel, Donald Trump s'est distingué par un anticonformisme et à l'establishment américain ou états-unien pour être plus précise à travers un discours populiste qui a fasciné, qui a su convaincre la classe moyenne de l'Amérique profonde, et aussi par son style médiatique qui était lui-même auteur, c'est-à-dire c'est lui-même qui écrivait sur Twitter X actuellement. Donc, ce qui en dernier lieu lui a coûté la victoire et l'épisode spectaculaire de la prise d'assaut du Congrès américain de ses partisans le 6 janvier 2021. Donc aujourd'hui, alors Biden qui a renoncé à se présenter, a laissé sa vice-présidente Kamala Harris, je pense que c'était plus une obligation qu'un choix, vu le scandale qui émerge, autour de son fils. Donc, c'est plusieurs accusations. Donc, j'imagine qu'on l'a un petit peu forcé à se renoncer à cette volonté politique de briguer un deuxième mandat. Donc, et un petit peu d'inciter sa vice-présidente Kamala Harris à se lancer dans la présidentielle de novembre prochain face à Donald Trump, plus que jamais déterminé à retourner, lui, à la Maison-Blanche. Donc, c'est la même hantise qui préoccupe ces fonctions de l'État profond états-unien et l'establishment états-unien, euh, car le président Biden a été marqué par la gestion de la question ukrainienne. Dans le sens d'un soutien inconditionnel. Et quand on revoit un petit peu à quel point son fils est impliqué dans des affaires douteuses à Kiev, on comprend pourquoi il cherche à sacrifier toute solution pour maintenir ce dossier et garantir un soutien inconditionnel à Kiev. Donc, quitte à sacrifier toute solution pacifique, au nom des intérêts des États-Unis. Alors qu'en réalité, il n'y a pas dans l'intérêt de Washington de faire perdurer ce conflit. Voilà, donc ici, c'est plus une partie du gouvernement américain qui cherche, Biden notamment, euh, je dirais à cause des affaires de son fils, Hunter, de maintenir le chaos en Ukraine. Donc, à partir de là, si vous permettez, on peut comprendre toute la stratégie médiatique de diabolisation de la Russie et du président Poutine afin de maintenir un conditionnement mental du peuple américain en réalité à la veille des présidentielles ou de la présidentielle de novembre. Donc, on conditionne le lecteur, on conditionne le spectateur américain notamment pour qu'il continue à soutenir la politique des démocrates et de se focaliser sur un ennemi qui est la Russie. Voilà, donc c'est Mhm. arriver à conditionner le lecteur américain euh, par un dénigrement systématique dans ce discours véhiculé par les médias mainstream qui cible davantage et encore une fois la Russie pour masquer une autre réalité qui risque de faire éclater la colère populaire D'accord. américaine, bien Alors là, évidemment.
J'aimerais maintenant passer au dernier fait, justement, qui a défrayé la chronique la semaine dernière. C'est l'arrestation du patron ou du PDG du réseau social et d'information russe Telegram. Alors, Ouais. j'aimerais quand même rappeler un peu le contexte de son arrestation. Alors, Interpellation? Ouais. oui, alors quelques jours avant son arrestation, il y a des pirates informatiques anti-israéliens qui ont divulgué un grand volume de données classifiées que le gouvernement israélien tente de contenir. Donc, et ça, c'est le journal Haaretz, le très sérieux journal Ouais. Haaretz, qui l'a rapporté De gauche. le mardi Ouais. 20 août, de gauche, oui. Et puis, selon ce quotidien, les fuites se rapportent à des dizaines de milliers de documents et de courriels sensibles volés à plusieurs organes et institutions israéliennes, dont le ministère de la Justice. Et puis, les Ouais. attaques informatiques qui ont débuté le 7 octobre 2023 ont ciblé un large éventail d'entités, depuis les sous-traitants militaires et les affaires de défense aux hôpitaux et au ministère israélien. L'ampleur de l'attaque a submergé l'infrastructure de cybersécurité d'Israël. C'est ce que rapporte donc le Haaretz. Arrête. Et, Ouais. oui. Donc, les données divulguées sont apparues sur justement des plateformes comme Telegram. Ouais. Alors, en plus de ces données divulguées, Telegram a servi à beaucoup de gens et même de médias comme réseau alternatif pour diffuser des informations sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur la guerre à Gaza. À Gaza, Oui, c'est-à-dire effectivement. Ouais. en plus de ça. Ouais. Alors, Ouais, cependant, la question. les Oui. politiques de modération limitée de Telegram ont compliqué donc les efforts des autorités israéliennes. Donc, Rima Rouibi, comment analysez-vous cette arrestation du PDG de Telegram qui a toujours refusé lui-même la coopération avec les Oui. services de renseignement russes? Et je rappelle à nos Qui est auditeurs, franco-russe. Oui. non, et qu'il est non français, qu'il est français, Oui, il a la oui. nationalité française et Française, oui. il a la nationalité des Émirats arabes unis et qu'il Oui. a été condamné en 2018 en Russie. Il a été Oui. condamné par la justice en 2018 en Russie. Et ce sont les mêmes gens qui défendent son arrestation aujourd'hui qui ont condamné les autorités russes pour l'avoir arrêté en 2018 pour les mêmes raisons qui sont invoquées actuellement par la France. Ouais, à ne rien comprendre, quoi. Donc, d'ailleurs, donc, Telegram aussi est siégé, pardon, aux Émirats Unis, je Les pense, Émirats non, arabes unis, c'est oui, au pays, exactement. exact. Donc, et qui essaye un petit peu de négocier d'ailleurs avec les Français pour revoir son interpellation d'ailleurs. Euh, donc, excellente question encore une fois, Kamel. Et l'interpellation de Pavel Durov, le PDG de la messagerie Telegram, alors, vous allez me poser la question, quelles sont les raisons de son interpellation? Alors, jusqu'à l'ordre du jour, On ne le sait pas. il y a plusieurs raisons. On ne le sait pas, voilà, et le monde a Il y a rien évoqué qui a de été multiples dit raisons. officiellement. Exactement. Officiellement, rien n'a été déclaré, euh, mais ça reste une interpellation révélatrice. Donc, vous avez Le Monde dans plusieurs articles, pardon, a publié son interpellation due à plusieurs accusations, lesquelles je ne sais pas. Ça n'a pas été évoqué. Alors, il y avait un article où on parlait de manque de modération. Alors, j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi par manque de modération. D'autres articles publiés dans Le Monde ont dit il a échappé au régulateur, on ne sait plus si c'est un réseau social ou une plateforme ou un site d'information. Donc là, est-ce que c'est ça les vraies raisons? J'en doute. Donc, je disais que cette interpellation est révélatrice dans la mesure où il y a plusieurs points importants à évoquer. D'abord, Durov, qui est franco-russe, vous me corrigez s'il est russe ou Non, il est il est franco, oui, français, il est français. il est français, voilà, et a été interpellé en sa Et il est qualité aussi émirati. de citoyen français. Oui, D'accord. exactement. Donc, mais il a été interpellé de sa qualité de citoyen Le français, citoyen donc sur français, la oui. base sur la base d'un mandat d'arrêt
à son encontre donc, par l'Office chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs. Donc voilà, encore une fois, est-ce que c'est vrai, reste à confirmer, et qui avait discrètement lancé une enquête sur la diffusion de contenu euh, euh, des contenus non appropriés aux enfants sur Telegram. Donc, enquête à laquelle se sont ensuite associés pour des infractions allant à la cyberharcèlement, au crime organisé sur plusieurs services. Donc, et là, encore une fois, vous voyez, on revient aussi sur cette liberté d'expression. Comment elle est perçue par les autorités françaises et qui veulent tout contrôler, quoi. Donc, c'est ce Et point-là. Oui, surtout que d'un point de vue, c'est-à-dire quand on regarde le contexte qui a précédé justement cette arrestation, on a quand même le droit, c'est légitime, disons, au moins c'est légitime de se poser certaines questions. Parce que je rappelle encore une fois que Pavel Durov, c'est quelqu'un qui est complètement acquis aux thèses du globalisme et du mondialisme. oui, Il a toujours refusé la coopération avec les services d'enseignement de son renseignement russe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a migré vers les Émirats arabes unis, où il a eu la nationalité émirati. Après la oui, nationalité, il a une deuxième nationalité, c'est la nationalité française. Et quand oui, en même temps, on regarde qui prenne sa défense, prenons oui, l'exemple de Elon oui, Musk. oui, Elon Musk, c'est qui? C'est quelqu'un dont le système satellitaire Starlink aide l'armée ukrainienne contre la Russie. Depuis le exact, début de oui, l'opération, exact. c'est les satellites Starlink d'Elon Musk qui donnent les informations sur les positionnements des troupes russes ou des systèmes d'armement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bazar pour dire qu'il y a une défense des droits de l'homme, de liberté? Je ne comprends pas trop. Et quelle pourrait être la vraie raison? Donc la Bah, question légitime qu'on peut se poser, ouais. c'est Et juste le la problème guerre qui se contre la pose, Russie, c'est tout. On l'arrête autant exact. que russe, parce qu'il est Oui, d'origine russe, et qu'on a oui. envie de lui soutirer des informations qu'il refuse de donner, c'est tout. Exactement. Donc, et pour revenir à votre question, bon, il serait très probable que Telegram soit visé, je veux dire, soit visé actuellement par, en arrière-plan plan, l'agression israélienne contre la bande de Gaza. La résistance palestinienne, il faut dire qu'elle utilise ce réseau pour diffuser ces informations. Il est très utilisé aussi en Afrique et je dirais même en Algérie parce que par rapport au degré de sécurisation des données. Et là, on se retrouve face à une bataille euh, je veux dire, une bataille qui anodine, c'est-à-dire que à la fois on essaye d'accuser les pays du Sahel qui ne protègent pas la liberté d'expression, et en France, vous avez le PDG de Telegram qui est arrêté et qui a refusé peut-être de s'impliquer ou de renoncer à toutes les censures. Donc là, au-delà des prétextes avancés par la justice française, la question ukrainienne, ce sont les images de Gaza diffusées via Telegram qui peut-être dérangent les autorités françaises. Donc tout était bon pour nuire à ce réseau euh, qui, qui, euh, qui défie un petit peu aussi la censure américaine aussi, comme Facebook ou Twitter, ou Twitter X actuellement, qui reste quand même avec un petit peu une marge de liberté. Mais là, vous venez de soulever un point extrêmement important, c'est-à-dire on le présente aujourd'hui comme plus comme russe que français. Vous voyez, Absolument. voilà, et on revient à la manipulation médiatique qui exploite les origines à chaque fois où ça ne convient pas aux agendas politiques européens ou français. C'est comme un petit peu les Algériens, dès qu'il y a
dès qu'il y a un attentat, on revient, même si c'est un Français, on revient, on dit d'origine algérienne. Donc c'est aussi, ça relève de la manipulation médiatique. Et ce qui est bizarre, c'est on a la déclaration de Macron après l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, qui avait dit cela n'est rien une décision politique. Et là, vous m'incitez Pourquoi, pourquoi il a besoin de, de de le se dire si ce justifier, n'est pas vous le voyez, cas? donc exactement. Et là, on a l'ouvrage de Mind Managers qui dit il faut toujours s'interroger sur la face cachée de discours. Et vous venez de le dire, pourquoi il le dit, si ce n'est elle le pense réellement, c'est-à-dire si ce n'est vraiment une décision politique. D'accord. Alors, un dernier mot, Rima Voilà. Rouibi, par rapport à tout ce que vous avez développé dans vos réponses. euh, Comment pensez-vous que les pays africains, justement, au-delà des décisions qu'ils prennent pour interdire des médias hostiles à leur souveraineté nationale, comment ils doivent, comme alternative, développer des médias nationaux qui vont avoir un contenu et une stratégie de défense des intérêts nationaux, mais aussi en ayant l'éthique et le professionnalisme journalistique? Oui, alors là aussi, je vous remercie pour cette question parce que ça relève aussi des enjeux et des défis que l'Afrique doit impérativement relever. Il y a cette propagande et cette manipulation. La France n'arrive pas à se remettre par rapport à l'émancipation africaine et de vouloir se détacher des intérêts français qui nuisent à l'Afrique et qui on paye aujourd'hui la déstabilisation au Sahel et de toute la région. Nous sommes face à une véritable menace qui n'est que le fruit de la présence française en Afrique. Donc, il faut impérativement savoir comment déceler cette manipulation par la conscience africaine qui sait très bien le faire. Donc, ça reste un défi, mais l'Afrique, ma foi, est toute capable à relever ce défi par par cette volonté de renouer avec l'esprit critique, un esprit critique qui sait valoriser les valeurs africaines, l'identité africaine et pouvoir se détacher d'un vieux pays qui vient d'un vieux continent parce que tout simplement le continent africain a une mémoire solide et n'a pas oublié aussi la barbarie causée par le colonialisme africain. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit à la fois, si vous permettez, à la fois contrecarrer tout ce discours de manipulation, de désinformation qui nuit à l'Afrique, notamment aux pays du Sahel et à ses partenaires. Donc, à la fois, il faut démasquer cette manipulation et c'est une guerre permanente parce qu'elle essaye de manipuler les esprits des populations, et d'où le danger de ces médias mainstream européens, notamment français, et à la fois œuvrer pour qu'il y ait des médias qui respectent la souveraineté et les aspirations des nations africaines. Je vous remercie beaucoup, Rimer C'est moi qui vous Wibi. remercie. C'est moi qui vous Donc, remercie pour votre chers invitation. auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique de la désinformation et de la manipulation médiatique et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt.